preview. C'est un fait avéré que les interventions archéologiques qui se sont déroulées entre 2015 et 2017 sur le site du cloître nous ont permis d'avoir une vision beaucoup plus sereine, j'allais dire, de l'évolution et de faire remonter quelque part les fondations de ce cloître plus loin dans le temps. Ce Saint Jean Vitus est ici présent, donc il pourra compléter bien plus utilement et scientifiquement mon propos que je ne le ferai, mais lorsqu'on a été amené à intervenir tant sur les constructions que sur la partie centrale, c'est-à-dire la cour du cloître, on a pu établir que cet îlot urbain, on est vraiment dans le cœur très historique de Châlons, chacun le sait, a été structuré depuis le début du 1er siècle de notre ère, donc à l'époque où les Romains prenaient pour longtemps position sur le territoire, et qu'il s'est inclus dès le début du Moyen-Âge dans un groupe religieux dont il est aujourd'hui un des plus beaux témoignages. Ce qui nous apparaît aujourd'hui, à l'issue de ces recherches, c'est que certains des murs de ce cloître se sont édifiés autour de l'an 1000. Donc avant le cloître gothique que vous avez, et même contemporain, si je puis dire, Brunel, que vous avez sous les yeux, il y a eu une construction romane, dernier tiers du 10e, première décennie du 11e siècle, et c'est à ce moment-là que cet espace est clos, c'est-à-dire qu'il va être ceinturé de 4 murs, et qui vont former la géométrie que nous connaissons encore aujourd'hui. Donc ça paraît vraiment important de le redire. Nous sommes sur l'emplacement et dans la structure d'un des cloîtres les plus anciens encore élevés, bien entendu. Il a été maintes et maintes fois transformé, maintes et maintes fois il a bougé dans son élévation, on y reviendra, mais en tout état de cause, on a aujourd'hui une ancienneté qui en fait une caractéristique absolument extraordinaire. On y rentrait, et on y entre toujours par un portail au nord, côté de la cathédrale. Vous voyez d'ailleurs cet arc absolument extraordinaire dont on ne voit que la partie supérieure. Il faut imaginer qu'il est prolongé, et on le verra, on y reviendra lorsqu'on fera la visite sur le site. Il est, redisons-le, le petit cloître de la cathédrale, puisque à côté de ce cloître, sur l'emplacement actuel de la place du cloître, se trouvait le grand cloître de la cathédrale, qui n'existe plus aujourd'hui. Celui-ci a d'ailleurs bien failli subir le même sort, et il a été finalement préservé pour notre bonheur et pour celui des générations à venir. Et ces élévations que nous avons ici, qui ont été reprises dès la fin du XIe siècle, au XIIe, c'est très lié d'ailleurs aux évolutions de la cathédrale elle-même, qui a elle aussi petit à petit acquis la stature qu'on lui connaît, ont connu une évolution majeure après le milieu du XIVe siècle, et autour de 1400, sous l'épiscopat d'Olivier de Martreuil, évêque de Châlons, donc il est évêque de 1387 à 1405, on organise le cloître dans une configuration qui se rapproche fortement de celle que vous connaissez et que nous avons restaurée, avec une arcature trilobée à claire-voie qui borde encore aujourd'hui les galeries. Donc cette transformation autour de 1400, elle est fondamentale. Elle va donner un cloître l'allure que nous lui connaissons. Et d'ailleurs, on a retrouvé à l'occasion des fouilles des indices, des fosses, des fours qui témoignent de l'importance de ce chantier. C'est d'ailleurs au même moment que la cathédrale voit l'élévation de sa nef, et c'est intéressant de voir aussi l'écho qu'il y a entre ces deux chantiers-là. Le cloître n'est pas indépendant du reste évidemment de l'ensemble cathédrale, il est partie intégrante et il vit aussi à la mesure de la vie de la cathédrale. À l'origine, le cloître est couvert, parce qu'on arrive maintenant aux choses qui vont plus directement impacter notre chantier, il est couvert d'une simple charpente apparente revêtue de tuiles. C'est ça l'origine. Et à la fin du XVe siècle, les chanoines, donc le cloître, je le redis, pour éclairer votre lanterne s'il en était besoin, le cloître est un espace de recueillement et de prière. Il est destiné à recevoir
la méditation des chanoines. C'est un lieu carré car il reflète la terre. Je ne veux pas vous faire un cours de théologie, mais j'en ai une incompétence et à peine le droit d'ailleurs, mais toujours est-il qu'il est un lieu de déambulation. C'est pour ça que c'était si important à un moment donné dans la recherche de ses origines et de son inspiration, de pouvoir restituer l'aile disparue, puisque on était à peu près là où vous êtes assis, un peu plus loin, dans un cul-de-sac. On ne faisait plus le tour du cloître, ce qui est de son usage premier, ce qui est sa vocation même. Donc toujours est-il qu'à la fin du XVe, les chanoines décident de voûter le cloître de pierre. On ajoute des contreforts, puisque les voûtes poussent sur les murs et qu'il faut donc éviter l'écroulement. Et on a une autre évolution, donc ça c'est une évolution très importante dans la vie du cloître. Vous aviez un plafond peut-être semblable à celui-ci, et vous vous retrouvez avec des voûtes telles que vous les voyez dans 3 des 4 travées aujourd'hui. Autre évolution, je pense que Frédéric Didier nous en dira un mot parce que c'était une redécouverte intéressante et une restauration intéressante. L'Enfeu monumental qui date du début du XVIe siècle, qui a d'ailleurs amené à des évolutions assez lourdes sur la structure des ogives, avec le remplacement par un plafond à caisson qu'on a restitué sur les éléments qu'on a pu en retrouver. Là aussi, travail archéo très important. Les guerres de religion n'épargnent pas notre cloître, qui subit un certain nombre d'avatars lors des guerres entre catholiques et protestants. C'est surtout la Révolution, en réalité, qui va entraîner une transformation assez radicale, puisqu'il est vendu comme bien national, il est partagé en plusieurs lots, et il est à ce moment-là occupé par des bâtiments qui viennent dans la cour, dans certaines des ailes, et c'est notamment le cas, c'est sans doute à ce moment-là, Révolution et dans la suite 19e, que cette aile dans laquelle je me trouve, ici, l'aile nord, va perdre sa spécificité en grande partie pour être transformée en grange, en remise, voire en atelier un peu plus tard, avec la disparition d'une grande partie de sa structure, mais pas toute. On aura, je pense, là aussi l'occasion d'y revenir. Le cloître va rester en dehors des grandes campagnes de restauration qui ont lieu au XIXe siècle. Néanmoins, on a un début de prise de conscience qu'il faut agir sur ce lieu exceptionnel en 1821. C'est l'année à laquelle la ville va recevoir en legs la galerie Est, donc c'est la galerie qui vous est opposée, vous êtes dans la galerie Ouest, et cette galerie va être léguée à la ville avec l'ancien doyenné qui accueille la cure. Voilà. Donc là, la ville repart à la reconquête, si je puis dire, du cloître. Ça va être très long, puisqu'au début du XIXe siècle, au milieu du XIXe siècle, il est question de projets routiers qui passent en plein depuis la place Saint-Vincent, qui prévoit de dégager complètement cet espace. Donc le cloître était premier à la destruction. On a les plans, et on a encore des plans, ce qui est assez significatif, du début du XXe siècle. On a un plan de 1902-1903, où on voit encore l'emplacement réservé pour le passage d'une voirie, ou en tout cas la destruction qui pouvait encore être envisagée début XXe de ce lieu. Donc vous voyez que les choses parfois se jouent à peu. Et combien de villes, combien de cathédrales ont subi ce sort? Alors c'était vrai pour le grand cloître nous concernant, mais pas pour le petit cloître, celui qui était accueilli à la cathédrale. Donc c'est quelque chose qui là aussi mérite d'être dit. Tout ça aurait pu disparaître il y a un siècle et plus, et ça n'a pas été le cas, donc c'était quelque chose d'assez remarquable. On va continuer vraiment à impulser cette idée de la reconstitution, surtout à partir de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Une association paroissiale qui est mobilisée par l'abbé Munier, qui est curé à partir de 1890, va se donner pour but de réinvestir ce lieu petit à petit. En 1895, on va installer dans la galerie Est, on va mettre des vitraux dans la galerie Est pour en faire une immense chapelle destinée au catéchisme en particulier. Très beaux vitraux, Bénard, Maître Verrier-Chalonnais, qui était à 2 pas, qui a produit tant et tant de vitraux pour les églises, notamment de la région. Et donc, on va profiter de cette transformation pour couvrir cette galerie avec une terrasse. De là, tous nos malheurs, si je puis dire,
puisque cette opération aura avec le temps un redoutable effet. Les acquisitions vont se poursuivre, donc on grignote, hein, on récupère, on gagne du terrain petit à petit sur l'ancien cloître, des acquisitions en 1896, en 1907, en 1924. On a un grand architecte des monuments historiques chalonnais, Edmond Malot, qui a une importance très très grande, qui va faire petit à petit dégager les bâtiments parasites hein, qui peuplaient ces espaces, qui va rétablir des arcatures qui avaient été détruites entre les années 1914-1924, notamment dans les galeries sud et la galerie ouest dans laquelle vous vous trouvez, qui va remonter également quelques contreforts. Donc là, c'est vraiment, voilà, on passe à l'action, si je puis dire, dans les premières opérations de restauration, avec ce qu'on sait de l'histoire du cloître à ce moment-là. Notre connaissance a infiniment grandi depuis, et notamment ces dernières années, à la faveur de ce chantier, mais en tout cas, il y a cette prise de conscience très très forte. Ce qui amène d'ailleurs à ce que le cloître soit classé monument historique par un arrêté, et ça c'est une date très importante dans son histoire, par un arrêté du 30 avril 1928, et il va devenir, par donation, propriété de la ville de Chalon-sur-Saône en 1956. Donc c'est une propriété pleine et entière de la ville de Chalon-sur-Saône qui n'est pas frappée par l'affectation de la cathédrale. Le point commun du cloître et de la cathédrale, c'est une propriété communale, mais la cathédrale est affectée au culte, le cloître ne l'est pas. Voilà, c'est un point juridique qui a son importance dans la vie de cet édifice et qui donc amènera la ville à le gérer dans sa totalité. On va encore construire des bâtiments parasites au-dessus de la travée sud et au-dessus de la terrasse en 1962, donc c'est pas si vieux que ça pour le coup. Et on va les remplacer, là aussi, par une toiture terrasse qui ne sera pas sans poser des problèmes, je vais y revenir dans un instant. C'est à cette époque d'ailleurs qu'un autre élément patrimonial du cloître qui a son importance dans la restitution de la cour va faire son entrée ici, c'est la margelle du puits du cloître, margelle qui provient du château de la Loyère. Et j'ai d'ailleurs vu que sur les réseaux sociaux hier, la présidente d'une association qui depuis 2 ans investit le château de la Loyère n'avait pas négligé ce détail. C'est effectivement un puits d'ailleurs assez remarquable, avec une monture métallique là aussi qui est digne d'intérêt, qui nous provient du château de la Loyère et qui a été installé dans les années 60. Et la galerie nord, qui était donc là, la galerie nord sert de remise. C'est une remise où on stocke du matériel liturgique ou paraliturgique jusqu'à ce qu'on commence à s'y intéresser. Voilà l'état au moment où les choses vont commencer à se complexifier. C'est résumé à grands traits, j'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs historiques, mais les spécialistes ici sauront les corriger lors de la visite. On avait prévu, dès les années 30, de remplacer les terrasses par des toitures. La difficulté de la terrasse, c'est qu'elle favorise à un moment donné la stagnation de l'eau, et donc son infiltration. Si elle n'est pas complètement étanche, et avec le temps, elle finit par ne plus l'être. De là des désordres, finalement ces projets n'avaient pas abouti, les infiltrations se sont prolongées, avec les infiltrations le gel, l'eau pénétrant dans la pierre, le gel la faisant éclater, à tel point que, face au désordre qui avait été constaté, le lieu avait finalement été fermé au public en 2009. Il y a donc 10 ans, cette année, que le public n'a plus accès au cloître de la cathédrale de Saint-Vincent, pour des raisons de sécurité dans un premier temps. Il a fallu lancer une étude préalable à la restauration. Cette étude a été réalisée en 2010, et en 2012, la ville décide d'entamer un premier projet de restauration, on verra qu'il a évolué dans le temps, pour sauver le cloître qui était véritablement en péril. Il y avait un vrai péril de destruction, de ce que le temps, malgré toutes les menaces que j'ai rappelées, n'avait pas réussi à faire, notre époque contemporaine risquait de le subir. Les marchés finalement ont été passés, après évidemment une mission de maîtrise d'œuvre dont on imagine la complexité, et ces marchés sont passés avec les entreprises à la fin de l'année 2013, et on infléchira, ou on complétera
ces travaux dans le courant de l'année 2016. Alors c'est plutôt des souvenirs personnels, je ne sais pas exactement quand la décision a été prise de traiter l'aile nord, mais c'est à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire la restituer. Alors, les travaux de restauration. L'idée, c'est d'abord, il faut le redire, et c'est pas de la fierté mal placée, c'est un chantier unique en France, par son ampleur, par sa durée, par ses enjeux, parce que ça a été un vrai chantier qui a interrogé notre regard et notre conception de la mission patrimoniale. Donc ça me semble là aussi important de le rappeler. Ces premiers travaux, donc ces missions, ces réalisations validées par la conservation régionale des monuments historiques, parce qu'évidemment, nous sommes peut-être maîtres des murs, mais en aucun cas nous sommes maîtres de leur devenir, et donc on travaille en étroite collaboration avec la direction régionale et les instances nationales, j'y reviendrai. Au premier semestre 2014, on va mettre hors d'eau les galeries de l'aile Est et la première moitié de l'aile Sud. Ça, c'est la première tranche qui se profile à l'horizon de l'année 2014. Au premier semestre 2015, on poursuit la mise hors d'eau sur la deuxième moitié de l'aile Sud, donc vous lui tournez le dos, et sur l'ensemble de l'aile Ouest, dans laquelle vous vous trouvez. On va supprimer, en supprimant les toitures terrasses qui étaient très problématiques, comme je vous l'ai dit, on va décider, alors après là aussi bien des discussions, de restituer des couvertures traditionnelles en tuiles plates, à versant unique sur chaque galerie, et qui vont évidemment diriger les eaux de pluie en direction du jardin, avec évidemment un travail sur le recueil de l'eau pour que les goulottes ne soient pas apparentes, qu'on ait vraiment une unité architecturale qui ne soit pas bouleversée. Ça a permis, alors ça a été un savant calcul, parce que restituer les toitures, c'était également obturer des fenêtres existantes. Je pense que les prêtres pourraient dire avec un sourire, maintenant ils l'avaient peut-être moins à l'époque, ils ont failli plonger dans une obscurité quasi complète, il a fallu travailler sur l'orientation, la couture du toit, tout ça a été fait pour que chacun s'y retrouve et qu'on n'obture pas des fenêtres qui avaient été créées. Vous le voyez notamment sur la galerie Est, en fait on aurait pu prolonger, on a l'impression que le toit bute contre le mur, en réalité il y a une galerie, mais l'illusion est parfaite, et ça permet de garder un peu de lumière sur le bâtiment de la cure. Second semestre 2015, restauration intérieure des galeries Est et Sud pour partie. Et puis, voilà donc la question qui commence à se poser de la galerie Nord. C'est un vrai problème, parce que nous ne possédons évidemment pas de photos de ce qu'était la galerie avant son remplacement par une remise. Nous n'avions devant nous qu'un mur assez muet. Certes, des éléments intéressants, le mur du fond était le même, il n'a pas été bouleversé, mais le mur qui donnait sur le jardin était début 19e. Et la grande question, c'était de savoir si nous avions d'abord le droit moral, mais en tout état de cause, la possibilité de refaire et dans quelles conditions. Ça a été un débat, Frédéric Didier peut en attester, un débat long, passionnant, passionné aussi, notamment devant la Commission nationale des monuments historiques, pour que nous puissions arracher l'accord de la restitution de cette aile, ce qui n'était pas donné au départ. Et finalement, nous l'avons obtenu à certaines conditions. Il ne s'agissait pas de faire de la copie d'ancien. D'abord, quel ancien? Puisque le cloître a tellement évolué que est-ce qu'on copie l'aile dans laquelle vous vous trouvez, l'aile Est? Il y avait une petite restauration par Malo tout au bout de cette aile qui pouvait aussi nous guider. Bref, il s'est agi, c'était le débat, on a été auditionné, je pense, pendant bien 3 heures, il y a encore eu 3 heures de débat en notre absence. Il s'est agi de restituer une géométrie, des clairvoies, mais sans copier l'ancien, et donc en intégrant des éléments contemporains pour qu'il n'y ait pas de doute et d'illusion possible, pour que le public, en venant dans cette aile, se rende compte que la géométrie était conservée,
mais qu'en réalité on était bien dans une partie moderne et contemporaine. C'était ça l'enjeu. Essayer de rajouter 2-3 petits éléments dans la façon dont a été vécue cette restauration, parce que je pense que le plus important, c'est l'aventure humaine. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour que ça fonctionne, c'est un trépied, hein, c'est comme ça que c'est solide. Le trépied, c'est le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises. Et donc ici, ça a merveilleusement fonctionné entre un maître d'ouvrage que vous avez sous les yeux ici, avec toute son équipe. Et je tiens à remercier toutes les équipes de la ville de Châlons, en particulier Claire Bois-Pacro, qui a été le maître d'ouvrage, le représentant du maître d'ouvrage au jour le jour sur cette opération, que j'ai connue dans une vie antérieure à Tournu, avec laquelle nous avions fait de belles découvertes déjà. Donc c'est des choses, et qui est passionné de patrimoine. Et puis l'engagement des entreprises, et je voudrais plus particulièrement, entreprises et artistes, parce qu'ici on a la chance d'avoir une partie de créativité, et c'est vrai que Laetitia de Bazer, Laetitia, elle est là, voilà, donc a apporté ici, mais quand on avait fait le casting ensemble, on s'est dit qu'il y avait une opportunité. Ça fait longtemps que je connais Laetitia et sa famille d'artistes, et puisque ses parents sont les plus grands marketeurs de Bourgogne et de France, à mon avis. Et donc, il y avait ce côté, si vous voulez, dans cet endroit, de trouver aussi une poésie, parce que, et une vie. Et c'est toutes les sculptures, les 40 chapiteaux qu'a sculpté Laetitia, redonnent cette vie au cloître. Plus que des pastiches de faux chapiteaux anciens, qui auraient, le faux aurait contaminé le vrai. Il y avait déjà eu dans les années 20, effectivement, des reconstitutions. Il y a un certain nombre des chapiteaux que vous avez sous les yeux dans les 3 autres galeries, qui sont des chapiteaux en fait restaurés, voire reconstitués. Ça apporte, je dirais, évidemment c'est honorable, mais on sent que quand on dépasse un certain niveau de pourcentage, ça devient gênant. Et il y a une certaine stérilité, on reproduit des stéréotypes, on n'apporte rien, des feuillages par-ci, feuillages par-là. Et alors que finalement, on avait vu que dans ce cloître, il n'y avait pas un vrai programme iconographique, mais il y avait en fait une sorte de variété de spontanéité avec des personnages, avec des éléments, des grotesques, donc qui nous laissait une grande marge de liberté pour justement réhabiter ça, réenchanter en fait ce lieu. Et cette question de l'iconographie était une question très importante. Donc, c'est-à-dire que j'ai voulu évoquer, mais pas copier. Mais je me suis quand même documentée et informée sur toute l'histoire du bestiaire, le bestiaire et puis les références bibliques, la mythologie. Donc, j'ai pas votre talent pour expliquer les chapiteaux, mais voilà, ils ont chacun une histoire. Donc, monsieur le maire m'avait parlé de la légende du Saint Gras. Donc je ne connaissais pas cette histoire que j'ai représentée donc, par le poisson, qui est l'anneau épiscopal. L'évêque, arrivant en retard à sa messe, jette son anneau dans la Saône, et bien des années plus tard, un pêcheur repêche le poisson tenant l'anneau dans sa bouche. Voilà. Donc ça, c'est une légende chalonnaise. Et elle est représentée là maintenant. Avec l'anneau en étau. Et avec l'anneau en étau. Aussi l'histoire de Saint-Vincent, le martyr de Saint-Vincent, qui est protégé par, c'est-à-dire les corbeaux l'aigle qui chassent les loups protégés, donc qui est représenté ici. Le renard dans sa fourrure qui parle en fait de la foire de la Sauvagine qui était très importante, mais qui a disparu il y a une trentaine d'années. Il est symbolisé donc, par le renard, l'outre, symbolisé la rivière, la Saône Noire. Je voudrais
saluer ici l'engagement de Julien Lebas. Où est-il? Hein, voilà, le pauvre, d'ailleurs il est fatigué parce qu'il n'a même pas pris de vacances cet été. Ça fait des années maintenant qu'il est attaché au cloître, et donc c'est lui qui, en maçonnerie taille de pierre, a été l'animateur de ce chantier pour l'entreprise Pateau et Robert. Je l'ai beaucoup secoué, donc j'espère qu'il m'en veut pas trop, mais il a donné le meilleur de lui-même et ça se sent. Et ça c'est absolument merveilleux. Et pas plus tard que ces derniers jours, il me disait quel plaisir ça a été de travailler, et moi c'est réciproque aussi, parce que je crois qu'on se surpasse face à un lieu comme ça. C'est extraordinaire, surtout que c'est un vrai miracle, parce qu'il faut savoir que, honnêtement, le cloître de Châlons, c'était une poubelle. C'est-à-dire que c'était à peu près ça, c'était sinistre. La restauration des années 20 avait été faite malheureusement inachevée et à grands coups de ciment, avait très mal vieilli. Il y avait un abandon qui s'était retraduit dans ce cloître, et sincèrement c'était tout sauf engageant. Il avait perdu sa silhouette, il avait perdu sa raison d'être même, et c'est vrai aussi que je me souviens de nos discussions, cher Gilles, quand vous nous avez dit mais un cloître il faut que ça se déambule, il faut que ça se comprenne. C'est vrai que cet angle-là, imaginez quand même que jusque-là, jusqu'ici, il n'y avait rien. La travée qui est ici non plus. Et toutes ces 4 travées, en fait, ici, n'existaient plus. Elles étaient entièrement rasées. On allait jusqu'à la cathédrale. Là, c'était la terrasse intérieure du restaurant. Et ici, à l'emplacement de la voûte que vous avez ici, vous aviez un escalier, donc extérieur, qui distribuait la maison. Et là, il y avait plein de bâtiments parasites, de cochonneries, soyons très clairs, qui avaient été faits tant bien que mal, vaille que vaille. Donc, on était vraiment dans un endroit qui avait complètement perdu, plus cette galerie-là qui était une remise. Or, quand vous êtes arrivé par l'autre côté, c'est la plus belle vue qu'on a, parce qu'on a, si vous voulez, la continuité entre la cathédrale et le cloître, avec l'étagement des masses, des toitures, etc. Et donc c'était extrêmement triste d'avoir en plus cet élément-là qu'on ne pouvait plus oublier, et qui était complètement aveugle, qui était même hostile, quelque part. Et donc, il y a... C'est pas du feng shui, mais c'est simplement qu'on est dans une logique, effectivement, qu'un patrimoine, il doit vivre, il doit se comprendre, et je pense qu'aujourd'hui, il s'explique tout seul. On comprend ce que c'est qu'un cloître, ce jeu de la lumière pour la méditation. Et en plus, cette galerie qui est tournée vers le sud est absolument extraordinaire au niveau luminosité. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Pour ça, on a fait appel à toutes les facettes, si vous voulez, de ce qu'est la restauration dans le monde d'aujourd'hui, tous les aspects de la doctrine, qui sont à la fois, vous savez qu'on est régi par ce qu'on appelle la charte de Venise, qui est ce qui a été élaboré dans les années 60 et qui est le consensus international sur le respect du patrimoine et la restauration, et qui dit que le faux contamine le vrai, qu'il ne faut pas que la restauration s'arrête là où commence l'incertitude, c'est l'hypothèse, qu'il vaut mieux une part de création quand on ne sait pas, plutôt que de faire des choses qui sont trop aléatoires, et en même temps qu'on a le devoir de préserver et de s'effacer derrière, si vous voulez, l'œuvre ancienne. Donc on a ici fait appel à la fois à la création contemporaine, et l'idée qu'on a voulu, en accord avec l'ensemble des parties, c'est que, en fait, quand on arrive, l'harmonie générale du cloître soit respectée, qu'on ait l'impression que tout a toujours été là, en vision lointaine, et que plus on s'approche, finalement, plus on s'aperçoit que les choses se décalent légèrement, mais tout en respectant l'esprit des lieux. D'où l'interprétation de la claire-voie que vous avez ici par rapport aux claires-voies anciennes qui sont à côté, où j'ai redivisé sur 3 plans, si vous voulez, la claire-voie. Donc ce n'est pas la copie des modèles nature, mais en même temps, on a la même découpe et ce même jeu d'ombre et de lumière. Parce que ce qui était important, vous le voyez ici, c'est qu'on retrouve ce chemin de lumière. Parce que c'est ça aussi, un cloître. C'est un chemin de lumière. Et c'est un lieu de foi, il ne faut pas l'oublier. Et on a également donc l'interprétation contemporaine des chapiteaux, avec, dans la modée nature, effectivement, des éléments comme on avait décomposés, qui ne pouvaient plus se faire en pierre, et je proposais qu'on le fasse en laiton avec ces bagues, qui reprennent en fait l'aspect, je dirais, géométrique, épuré des autres chapiteaux. Et les blasons, on ne les a pas inventés, vous les voyez partout. En fait, il faut imaginer que ces blasons, à l'époque, portaient des armoiries, puisque toutes les familles de Châlons, en fait, et les familles des chanoines offraient
en fait des travées. Il y a encore quelques-uns moins, mais presque toutes ont été bûchées. Et donc il n'y a plus de possibilité, si vous voulez, de relire ça. Mais l'important, c'est que ça met en place les éléments. Et puis, ça, c'est la partie, je dirais, de création. La partie, on a fait également des restitutions avec ce qu'on appelle un terme assez barbare qui s'appelle l'anastylose. L'anastylose, c'est de reprendre en fait les éléments anciens, parce qu'on a trouvé, grâce aux fouilles, grâce au démontage de tout ce qui était ici, rien ne se perd, et donc on a, enfin, quand même un peu perdu, mais on a trouvé énormément d'éléments anciens, et que l'on a, quand on le pouvait, recyclé comme matériaux. C'est-à-dire qu'on a remis, peut-être pas tout à fait à leur place d'origine, mais en tout cas à la place plausible qu'ils pouvaient avoir. Et donc la travée, en fait, sous laquelle vous étiez, cette travée-là, c'est entièrement une anastylose. C'est-à-dire que, en fait, vous voyez que les nervures qui sont ici sont anciennes, hein, et pourtant elles n'étaient pas là. Ici, il y avait un grand vide, c'était l'escalier. Et donc, en fait, on a remonté avec les pierres anciennes. Donc, Julien a recomposé les voûtins, on a refait les enduits, et ici, toute cette travée qui est ici, de claire-voie, avait disparu, sauf le dernier contrefort qui est là-bas. Et donc, tout ça, vous voyez pourtant ici 2 chapiteaux anciens. Vous voyez les éléments de colonnettes anciennes, les bases qui sont anciennes, tout ça, c'est les éléments qu'on a retrouvés dans les fouilles et dans les démontages. Et c'est recomposé avec des contre-profils numériques, avec les parties neuves, qui permettent d'épouser les lacunes des formes anciennes. Ça, c'est une anastylose. C'est-à-dire que vous ne distinguez pas, et à la limite, cette travée-là, elle est presque plus authentique maintenant que des travées d'à côté, puisque certaines ont des chapiteaux complètement modernes des années 20, alors que celle-ci a des chapiteaux anciens. On a même réintégré ici un fragment de chapiteau ancien, par exemple, dans cette travée. Donc c'est un travail, si vous voulez, à la millimétrique, et c'est un travail de longue haleine, de même que, par exemple, il faut savoir que le mur que vous avez ici, ce mur-là n'existait plus. À partir de l'angle ici, jusqu'à là, ici, il n'y avait plus rien. On allait jusqu'à la cathédrale, parce que c'était une terrasse, ici. Et donc, qui était en plus largement remblayée. Et donc on l'a remonté intégralement. La porte que vous avez, elle est ancienne, mais les pierres viennent en fait, c'était la porte du mur de façade qui était ici. Ce qui permettra de voir. Ce qui est intéressant, c'est de voir le rapport. On a exploité ici l'espèce de ruelle qui est ancienne, qui est entre le cloître et la cathédrale, qui permettait en fait de séparer le cloître de la cathédrale et surtout d'éclairer les chapelles. Et donc, du coup, on l'a exploité comme une rampe PMR en reperçant la porte qui était ici. Il y avait un percement ancien. Et en fait, on a très discrètement répondu aux besoins de notre temps sans rien abîmer. Et ça, c'est une partie de la cathédrale qu'on avait restaurée il y a une quinzaine d'années. Peut-être au passage, cette travée qui est tout à fait exceptionnelle dans le cloître, ainsi que la travée voisine, mais de des époques différentes. Donc ça, c'est les derniers grands apports du cloître. Le cloître, en fait, canonial a été, la vie canoniale et claustrale a été, s'est perdue à partir du la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Et donc, le cloître a, dès avant la Révolution, commencé à être divisé par les maisons de chanoines et donc avait perdu son usage. La Révolution a apporté le coup de grâce avec le lotissement purement et simplement. La chance, effectivement, c'est que les édiles chalonnais n'ont jamais eu les moyens de percer la rue. Vous savez, on adorait au XIXe siècle, et l'État le faisait aussi, je veux dire, isoler les monuments historiques, donc, pour mieux les voir. C'est ainsi que Notre-Dame de Paris se dresse au milieu d'un désert, là où elle était évidemment liée à tout ça. Et une des forces de la cathédrale de Châlons, c'est qu'elle a conservé son contexte. S'il n'y avait pas eu un incendie en 1864, le palais épiscopal serait encore lié avec la cathédrale, mais tout est là. L'enclos canonial et épiscopal est encore lisible. Et ça, c'est une pièce maîtresse absolument extraordinaire. Toujours est-il que, sans doute, sous l'épiscopat du dernier des Poupets, en fait, donc dans les années 1530, on a donc construit cet enfeu, sans doute abritait peut-être une inhumation privilégiée. Il n'y avait plus rien, il n'y avait plus que ces dalles-là, et avec ce très beau décor Renaissance, malheureusement extrêmement abîmé, parce que comme je vous le disais, ça avait été un entrepôt avec en plus du stockage de vinaigre, et donc les émanations
acides du vinaigre ont détruit les reliefs. On a en fait, la partie la mieux conservée, elle est ici, ainsi que le plafond à caisson qui est là. On a dû, et une partie de ça, on a vu que ça s'est écroulé et on a dû le reconstruire puisque c'était étayé, sinon ça allait être catastrophique. Donc il faut savoir qu'on vient de très très loin et on a retrouvé dans les combles les vestiges en fait du départ du plafond à caisson. J'ai eu la surprise, je m'occupe de l'église de Saint-Brieuc-Vineux dans l'Yonne, de retrouver exactement le même plafond à caisson dans une des chapelles du chœur de l'église de Saint-Brieuc-Vineux. Donc ces éléments Renaissance et qui voisinaient avec des voûtes. On avait interrompu en fait les voûtes ici pour faire cet ensemble. Et donc nous on a juste marqué l'emplacement des voûtes. Par contre ici vous avez une superbe voûte gothique flamboyant. Donc ça c'est première Renaissance si vous voulez, et ça c'est gothique flamboyant. On a vraiment un catalogue des styles ici. Et il faut savoir d'ailleurs que le voûtement ici est tardif. C'est un voûtement gothique, mais qui a été fait pratiquement à l'extrême fin du XVe siècle et au tout début du XVIe, sous les autres évêques Coupet, parce qu'il y a eu 4 évêques Coupet, et c'est quasiment une dynastie. Ils n'étaient pas évêques de père en fils, je vous rassure. Et donc, en fait, on le voit parce que les culots sont déjà d'inspiration beaucoup plus Renaissance avec des outils, alors que les voûtes sont des nervures gothiques. Et ici, par contre, on a un ensemble de voûtes, sans doute, qui correspond aux travaux de construction de la chapelle Notre-Dame de Pitié. Il y a eu un grand évêque constructeur qui était Jean Germain, qui a fait juste derrière. Et donc ici, cette très belle petite chapelle qui donne dans le cloître, et qui était donc avec ce style gothique flamboyant superbe. Là, par contre, toutes les sculptures sont d'origine, et ça a été miraculeusement préservé. Le portail également, la menuiserie du XVIIIe siècle. Et il faut imaginer que tout ça a été remblayé jusqu'ici. Oui, c'est-à-dire que là, on était plein pied en fait. Les marches se trouvaient là-bas. Et il faut voir les photos anciennes, j'espère justement que ça fera partie des publications et des choses. On avait publié le cloître de Châlons, mais il faut savoir quand même que ce cloître, vous voyez, ressemblait à ça, cet angle ici, avec des vitraux, tout simplement parce que ça avait été transformé en salle à question, mais surtout parce qu'à l'époque l'entrepôt existait encore, et il y avait en fait la façade de l'entrepôt qui était à 1 mètre des baies du cloître. Donc, et alors pour faire ça, on n'avait pas hésité à percer, comme il y avait une terrasse, on avait percé les voûtes avec des grands oculis pour avoir un éclairage génital. Parce qu'il n'y avait pas assez d'éclairage naturel. Bon, il faut voir quand même que lorsque Edmond Malot a dégagé le cloître, il fallait quand même avoir du courage, parce que ça ressemblait à ça. Ça, c'est les photos que j'ai publiées dans la presse en 1924. Donc elles ne sont pas forcément... Mais c'était cette espèce... Quand je vous disais que ça ressemblait à une poubelle, c'était à peu près ça. Vous voyez, le cloître, que vous avez sous les yeux, ça ressemblait à ça. Donc il fallait beaucoup d'imagination quand même. Et donc une des choses qu'on a plaidé aussi, c'était de dire que c'est bien gentil de vouloir conserver toutes les strates, mais si en 1924 ils avaient conservé toutes les strates, il n'y aurait pas de cloître. Et donc nous, on ne faisait que finalement, à 90 ans après, à poursuivre l'œuvre de reconquête et de réintelligence de nos prédécesseurs, grâce auquel on a à nouveau, je dirais, un cloître signifiant à cet endroit, et c'est vraiment très important. Par contre, cette galerie, globalement, elle est parfaitement authentique, les voûtes sont là, les claires-voies, c'est là où il y a le plus de chapiteaux anciens et le moins de reprises, parce que c'est celle qui avait été la mieux préservée. Elle avait juste perdu ses charpentes, et on a retrouvé en fait des petites fenêtres, ainsi que cette jolie porte qui est datée donc, du milieu du XVIe siècle. Le reste de polychromie est ancien, et la date de 1583 n'est pas apocryphe. Et là, c'est ce Benjamin, ce dont vous parliez ici, on a évoqué en fait ici. On a évoqué dans l'élévation du mur date de l'an 1000. Voilà, c'est un dessin complet. Il faut enlever les différentes parties. Vous voyez que si on écoutait tout ça, on a quelque chose d'extrêmement complexe et très modifié. Mais en fait, la saignée dans l'enduit évoque ces ouvertures triples qui ont été découvertes là-dessus. Il y avait des grosses pierres d'appui en grès et des montants en grès et des petites arcatures à double rouleau en petits claveaux de pierre. Tout ça a été énormément modifié et on voyait le départ d'une deuxième ouverture ici. Donc cela évoque les salles capitulaires. On est à l'est,
c'est un élément fort pour s'assurer que dès l'an 1000, ces 4 murs avec leurs ouvertures étaient bien ceux d'un cloître, parce que pour avoir ce genre d'ouverture, et dans ce cas, ça fait vraiment peut-être la plus ancienne salle capitulaire de la région qui est présente derrière les enduits dans ce cloître. Ça, c'est un élément aussi archéologique extrêmement important pour l'histoire des lieux. Au-delà, on a des petites ouvertures fermées, comme celles que vous avez dans les autres. On terminera par celle-là qui est la plus mieux préservée dans les autres. Et sachant qu'on ne pouvait pas aller plus loin dans l'évocation de ça, on devait rester discret, parce que d'abord, tout a été recomposé au XVe et au XVIe siècle. Et puis que en fait, les pierres étaient presque entièrement éclatées. Oui, c'est vraiment, on les a documentées, mais on ne pouvait absolument pas les montrer. C'était dans un état effrayant parce que le grès était pourri par les enduits ciment qui avaient été placés par-dessus et qu'il avait empêché de rester. Donc c'était une catastrophe. Ouais. Et ça avait vraiment été. Et le mur est un patchwork en fait, mais grâce à la lecture archéologique. Et là, je dois dire que c'est formidable parce que l'opération est exemplaire aussi dans la façon dont la ville, avec l'État, avec la DRAC et tous les services, a joué le jeu, parce que on a, je pense, rien perdu comme information grâce à l'action de Benjamin, grâce au fait qu'on a mis le temps, effectivement, de la fouille, de la reconnaissance et de l'archéologie des élévations également. Mais ce qui est fantastique, c'est que on croyait être un cloître gothique dont l'histoire commençait, si vous voulez, quelque part à la toute fin du XIVe siècle, s'est avéré un cloître millénaire. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et donc, ça ne fait que renforcer l'intérêt historique, archéologique et l'épaisseur, je dirais, qu'on peut avoir à raconter sur toute cette vie à Château. Et le fait de refléter la lumière est extrêmement important. On le voit aussi à l'intérieur de la cathédrale. La travée qu'on a refaite, le travail qu'on a fait au-dessus de l'orgue, qui redonne cette lumière de la cathédrale.